Oui, merci pour vos interventions. Beaucoup de questions, je retiendrai seulement quelques points. Pour souligner d'une part mon accord avec votre perspective philosophique concernant la causalité, qui me semble très intéressante, même si on pourrait envisager peut-être encore un autre modèle, qui serait un entre-deux peut-être, qui considérait du moins que le lien de causalité ne serait pas aussi direct que ce qu'on envisage aujourd'hui. Il pourrait y avoir des espaces intermédiaires, davantage, enfin bon, des processus plus indirects, mais bref. En revanche, une remarque peut-être sur la question de la responsabilité et de la culpabilité, parce que j'ai l'impression à vous entendre que vous les, si ce n'est les confondez, les rapprochez peut-être un peu trop rapidement, alors que beaucoup de questions se posent à leur endroit. Je pense qu'il ne faudrait pas envisager l'inutilité de la responsabilité et de la culpabilité, bien évidemment. Et bien évidemment, ce n'est pas ce que vous dites non plus, mais il pourrait y avoir un raccourci. Je pense aussi à un grand titre qui est paru dans un des journaux, le Nouvel Obs ou je ne sais quoi, qui aborde, enfin qui voudrait se débarrasser de la culpabilité. Ça, c'est une tendance psychologisante un petit peu bas de gamme, dirons-nous. Donc 3 points, il y en aura encore beaucoup. Au plan historique, une question me venait sur cette question de l'apparition de la névrose obsessionnelle et du lien avec la religion éventuellement et de l'argent, puisque vous parliez de Weber, on pourrait passer par là. C'est la période des indulgences et la manière dont au XVIe, XVIIe siècle, justement, il y a eu une expansion de cette pratique. Donc ce lien du rachat, de la faute liée à l'argent, ce commerce des indulgences. Pourquoi pas aussi aller de ce côté-là? Et puis, autre petit point, oui, bon, la place évidemment du modèle du libéralisme et de la pensée d'Adam Smith dans la création de l'individu, etc., tout ce champ de l'autonomie. Ça, en lien avec la question de l'autonomie, celle de la dette, comment effectivement on en arrive à envisager l'autonomie non plus ou non pas comme une autonomie psychique qui serait peut-être ce qu'il faudrait poursuivre, mais comme une autonomie de l'acte, de l'action, du commerce liée à la question de l'argent, de la dépendance ou de l'indépendance financière liée à la dette. Comment on peut accepter d'être en dette à l'égard d'une banque dans les pratiques commerciales actuelles, les endettements, etc., mais non plus à l'égard d'un particulier. Donc dans le lien, en fait, cette question du lien interpersonnel pour aller rapidement. Et puis une remarque par rapport à cette question de l'autonomie, des pratiques de l'autonomie en Occident. Moi, je pense aussi beaucoup aux modèles sociaux italiens, espagnols, plus latins, qu'on trouve aussi en Argentine, qui est empreinte aussi de culture occidentale, même si ce n'est pas seulement le cas. Et à la manière dont les liens se passent différemment et où cette autonomie ne me semble pas autant poursuivie qu'en France et dans le monde anglo-saxon. Bon, des pistes comme ça, il pourrait y en avoir d'autres. Et je vous remercie. Très bien. Écoutez, alors pour beaucoup de choses, je vous renvoie au premier volume parce que tout ça est discuté extrêmement en long, en large et en travers hein, sur la religion, l'argent, les indulgences, Luther. Effectivement, c'est des objets constitutifs Simplement, être éliassien, ça veut justement pas, ça veut dire qu'on ne va pas interpréter que le fait que la névrose obsessionnelle émerge dans ce contexte comme simplement un effet de laïcisation ou de déreligion. Je ne crois pas du tout que ce soit un effet de laïcisation. Hein. Je pense que c'est des formes qui sont différemment modulées et qui tiennent compte tantôt de la religion, tantôt d'autres choses. Mais je ne crois pas qu'il y ait quelque chose comme un processus historique de sécularisation qui soit un processus explicatif. Je pense que la sécularisation, c'est quelque chose qui est une conséquence des choses. Et puis, alors, puisque vous soulevez cette question de la responsabilité distincte de la culpabilité, la distinguer, je trouve ça déjà immoral. Hein. Bon. Je pense que ça n'a de sens que dans des contextes de procédure judiciaire, juridique, d'instrumentalisation, de distinction, n'est-ce pas, la responsabilité sans faute ou des choses de ce genre qui nécessitent des univers très particuliers. Distinguer la responsabilité de la culpabilité, ça dit quelque chose de nous et ça nous masque des tas de conditions essentielles dans l'histoire humaine dans lesquelles justement faire une pareille distinction aurait paru tout simplement
profondément immoral, hein, qu'on puisse être responsable sans être coupable, ou des choses de ce genre-là. Voilà. Donc il faut faire très attention. Il y a comme ça un pseudo-raffinement philosophique qui n'est que le reflet des représentations sociales dominantes à un époque où on prend, hein, me semble-t-il, des choses. Il faut quand même aussi faire très attention à d'où et de comment on prend les choses. C'est vrai qu'on peut les distinguer, mais il faut bien se rendre compte de ce qu'on fait quand on les distingue et de ne pas prendre l'universalité de la manipulation des mots pour celle des concepts ou des choses. Voilà. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour ces présentations et ces débats que j'ai promis. Il y a des gens qui ont tellement besoin de fumer qu'on n'y arrivera plus. Voilà, qui sont très intéressants. Je me demande, si je n'ai pas tout compris de travers, si un objet à la fois théorique et moral de la tension que Alain résumait dans l'opposition entre une histoire philosophique du sujet et une anthropologie de l'individualisme qui se doit d'être holiste, d'être inspiré par Mauss, Durkheim, etc. Ce n'est pas finalement la possibilité d'une perspective critique légitime, qu'elle soit finalement psychanalytique ou sociologique. J'ai l'impression que la piste de cette perspective critique, c'est celle que vous prenez dans le chapitre conclusif de votre ouvrage, en vous demandant eh bien, quel type et quelle qualité d'expérience les nouvelles coordonnées anthropologiques que vous mettez en lumière permettent-elles? Quelle souffrance ou au contraire quelle douceur, puisque vous utilisez ce terme, je pense. Voilà, est-ce que ça permet tout simplement ma question, en fait, c'est celle de savoir, dans cette anthropologie de l'individualisme que soutient Alain Ehrenberg, quels pourraient être finalement les points d'appui pour une critique de cette sorte-là, puisque vous prétendez, et je vous suis tout à fait là-dessus, que les critères même de la critique de l'individualisme sont eux-mêmes socio-historiquement situés, appartiennent à une culture particulière, sont en lien logique avec le type de culture dans lequel nous sommes. Vous parlez par exemple de ce fameux trope avant, après, oui, avant c'était beaucoup mieux, etc. D'accord, c'est un terme arbitraire, mais est-ce que ça interdit toute perspective de comparaison entre un avant et un après? Enfin, je me fais un peu l'avocat du diable, hein. Vous disiez, si je me rappelle bien, dans La Société du malaise, voilà, il y a effectivement des nouvelles coordonnées. Que l'on s'en réjouisse ou que l'on s'en désole, ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas une question de préférence, c'est une affaire de comprendre ce qui est en train de se jouer. Alors ma question est la suivante, est-ce que il y a une possibilité d'une perspective critique dans cette anthropologie de l'individualisme qui se veut holiste? Et si c'est le cas, puisque vous interdisez, je pense, à juste titre, en tout cas vous mettez en garde contre le fait de tomber dans la sociologie individualiste elle-même qui se plaint de la disparition de la société, etc., eh bien, si ce n'est pas ça, alors à quoi pourrait ressembler cette perspective critique? Merci. C'est un débat que j'ai essayé d'avoir avec Alain plusieurs fois, mais je n'arrive pas à en formuler exactement les termes. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a, comme le travail que j'ai fait sur le transsexualisme, comme ça, il y a une perspective chez moi qui est de toute façon plus philosophique et qui relève, comme vous dites, de l'histoire, comme vous dites tous les deux, de l'histoire philosophique du sujet, qui est une tradition séculaire en philosophie, et que là, souvent, c'est vrai, je la fais passer pour une anthropologie de l'individualisme qui en réalité n'est pas ça, ou dont je prélève que les parties qui me conviennent. Ça, je suis bien conscient de la limitation de la chose. Mais en même temps, je suis d'accord avec une partie de votre remarque, c'est que l'intérêt de l'approche entre guillemets psychologique, c'est ce en quoi elle n'est pas psychologique. C'est-à-dire que lorsque des idées sociales changent, il se passe quelque chose dans le corps des gens qui sont affectés par ces idées sociales. C'est ça le point que j'essaie d'attraper. C'est maussien au sens d'une idée de la mort suggérée, c'est-à-dire au sens où il y a des façons d'aller très mal qui sont profondément commandées par le monde dans lequel on vit, par les idées sociales qui nous traversent, qui nous façonnent, qui s'incarnent, qui, dans l'exemple donc d'Océanie que prend Marcel Mauss, n'est-ce pas, qui fait qu'un papou ou un guerrier maori, voilà, 100 kilos, en parfaite santé, commet une faute contre
quelque chose, et en 2 jours, il se couche dans sa hutte, et 2 jours après, il est mort, par exemple. Bon. Et personne l'a maudit. Hein. C'est pas quelque chose, c'est pas une malédiction, c'est pas un effet de c'est une auto-suggestion interne. Il utilise un mot très étrange d'ailleurs pour Mauss, qui fait que ces idées sociales s'incarnent à l'intérieur des individus et fonctionnent au point de pouvoir changer jusqu'à la vie du corps, jusqu'à l'économie de la respiration, de la jouissance, de la sexualité, de tout ce que vous voulez. Et ce que j'ai essayé, en fin de compte, de dire, c'est que même si je fais cette faute de confondre histoire philosophique du sujet et anthropologie de l'individualisme, je voulais marquer que quand on change d'idée sociale, ça altère quelque chose du réel de ce qui se passe dans les individus, chez les individus, alors en eux, souvent qui se représentent leur corps, leur esprit, tout ce qu'on veut, et que c'est pas simplement vrai pour les Maoris. C'est vrai pour nous aussi. Et c'est la seule manière de pouvoir défendre l'idée que la névrose obsessionnelle ou la mélancolie, par exemple, ce ne sont pas des maladies. Ce sont des choses, si on n'était pas susceptible de mourir intérieurement, psychiquement, physiquement, d'un certain nombre d'effets sur nous, des fautes que nous commettons dans la société, nous ne serions pas des êtres humains socialisés. Ensuite, on peut raconter psychopathologiquement que voilà, c'est une psychose, c'est une névrose, c'est tout ce que vous voulez, c'est une maladie, c'est le cerveau qui déconne, tout ce qu'on veut. Le fait d'être un être humain socialisé implique que ces idées sociales sont profondément incarnées en nous et que c'est pas anormal en soi. Voyez. Et ensuite, ça peut être du coup traité dans nos cultures de manière médicale, etc. Et c'est là pourquoi j'utilise cette notion bizarre bionienne ou pseudo-bionienne d'appareil psychique, c'est que c'est pas simplement notre façon de nous représenter le social qui change. Ce que j'essaie d'attraper, c'est pas qu'on vous dit ah oui, je pensais que l'individualisme était ceci, maintenant j'ai découvert que c'est cela. C'est d'attraper dans le mode de fonctionnement réel l'économie de la jouissance, y compris corporelle, ou de ce qu'on appelle l'esprit, si vous voulez, ce que ça altère et comment ça le bouge. Et donc, c'est en ce sens que je vous rejoins. Mais ça, j'ai découvert en écrivant. C'est-à-dire qu'il y a aucune espèce de raison de croire que l'effet que ça faisait à l'homme au rat d'avoir ses obsessions, c'est la même chose que l'effet que ça fait aux gens de la salpêtrière qui demandent qui acceptent qu'on leur implante des microélectrodes dans les noyaux gris centraux. Il n'y a aucune espèce de raison de le croire. C'est peut-être le cas, mais il faut le montrer. Et il faut s'interroger sur ça. Et il n'y a aucune espèce de raison de croire qu'on peut appliquer mécaniquement les principes de la cure de la névrose obsessionnelle freudienne à quelqu'un qui se présenterait aujourd'hui avec ce genre de symptomatologie. Aucune. C'est entièrement dépendant de la façon dont on va saisir quelque chose, des conditions de la demande, de l'exercice, de la souffrance, du parcours historique. Et ça oblige en quelque sorte à faire un aller-retour extrêmement rapide et difficile entre ces représentations sociales, qui à mon avis doit faire partie de l'équipement du psychanalyste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une sociologie bon marché quand on fait de la psychothérapie, de la psychanalyse, etc. On est obligé d'entrer dans le cœur de la fabrique de ces idées sociales et en même temps d'avoir un égard vertigineux à au fait que là, c'est non répétable la situation de la personne qui est ici. Et c'est entre les deux que se fabriquent ces espèces de représentations psychologiques qu'on va appeler une obsession, une compulsion, etc. Voilà, hein, c'est ça, je crois, la difficulté. Et c'est ça que j'aurais voulu plus accentuer finalement, plutôt que de jouer à faire une histoire philosophique du sujet en essayant de rivaliser avec Tocqueville à la fin, ce qui ne dépasse pas le rythme des phrases ou leur longueur, et où je n'arrive pas à accrocher le truc. On fait peut-être une petite pause et puis